Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est à moins d'une semaine des élections présidentielles et on continue nos explorations sociologiques du vote. La dernière fois, on a vu le paradoxe du votant, à savoir que le comportement parfaitement rationnel en finalité n'est pas d'aller voter, mais serait plutôt de s'abstenir. Pourtant, on n'en a pas fini avec cette notion de rationalité, parce que justement, une vision qu'on a souvent pour se représenter l'acte de vote, c'est celle d'un électeur en fait parfaitement rationnel, qui va lire tous les programmes, qui pèse le pour et le contre, et qui va choisir celui qui est le meilleur après un calcul coût-avantage objectif et informé. Eh bien, c'est précisément ce que vont essayer de vérifier en 1944 les chercheurs de l'université de Columbia, Paul Lazarsfeld, Bernard Berelsan et Hazel Godet, dans leur livre The People's Choice, How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. Alors, c'est un livre qui a fait date en sociologie parce qu'il inaugure un modèle d'explication du vote qui est resté célèbre comme le modèle de Columbia. On s'en souvient principalement pour deux résultats différents que moi je vais traiter dans deux vidéos séparées. Ils essayent d'un côté de voir si les campagnes médiatiques ont un impact sur les résultats du vote. Quand est-ce qu'on arrêtera de nous prendre pour des bolos? Mais ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Quelle indignité. Et ils veulent également vérifier si les individus choisissent leur candidat de manière rationnelle en faisant vraiment un calcul coût-avantage. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais pour vous faire une réponse courte... Non. Alors, comment expliquer les choix de vote des individus ? Le livre analyse l'élection présidentielle américaine de 1940, qui voit s'opposer le démocrate Franklin Delano Roosevelt, qui reste aujourd'hui connu pour le New Deal principalement, et aussi pour être le seul président américain à avoir fait 3 mandats, et de l'autre côté le républicain Wendell Willkie, qui reste aujourd'hui connu pour... pas grand-chose en fait, mis à part d'avoir été un ancien soutien de Roosevelt en 1932 et d'avoir complètement retourné sa veste pour rejoindre le parti républicain. Je n'ai pas pris conscience que cela allait faire de moi le traître. Pour vraiment comprendre l'originalité de cette enquête, il faut s'intéresser un petit peu à la figure de Paul Félix Lazarsfeld, qui va avoir un rôle majeur dans le développement des méthodes quantitatives en sociologie. Lazarsfeld, c'est un intellectuel autrichien qui passe un doctorat de mathématiques à l'université de Vienne, mais c'est aussi un militant marxiste qui étudie beaucoup la science politique, et c'est vraiment important d'avoir en tête cette double origine disciplinaire, parce que Lazarsfeld, il va justement injecter tout son savoir mathématique dans l'étude des phénomènes sociaux. Dans les années 1930, il émigre aux États-Unis, et en 1940, il est embauché par l'université de Columbia, dans laquelle il fonde le Bureau pour la recherche sociale appliquée, dont la première enquête sera justement The People's Choice. Cette enquête va être à l'initiative d'un nouveau modèle d'organisation de la recherche, notamment parce qu'ils utilisent des outils innovants pour l'époque, comme les sondages, les panels et les analyses multivariées. On va y revenir. Pour finir sur le personnage, Lazarsfeld deviendra dans les annes 60 le président de l'Association américaine de sociologie. Excusez-moi du peu. Et avec son ami et collègue Robert Merton, ainsi qu'avec le structuro-fonctionnaliste Telcol Parsons, ils vont fonder ce que Patrick Leheng appelle la triade impériale qui domine la sociologie américaine. Et justement, dans cet équilibre-là, Lazarsfeld y représente vraiment la sociologie quantitative triomphante qui se barde de modèles statistiques et de méthodes mathématiques toujours plus complexes. Il devient alors une espèce d'entrepreneur de ces nouvelles méthodes, et le succès est tel qu'il se retrouve à la tête de ce que le sociologue Michael Pollack appelle une multinationale scientifique, qui conseille des organisations comme la Fondation Ford et l'UNESCO. D'un ancien révolutionnaire autrichien, il est donc devenu le patron d'une véritable entreprise intellectuelle, et l'ironie ne lui échappait d'ailleurs pas, parce qu'il se définissait lui-même comme un marxiste en congé. Son approche quantitative aura beaucoup d'impact sur le développement des sciences sociales, mais elle ne séduit pas non plus tous les sociologues. Par exemple, son ancien collaborateur Charles Wright Mills, il appelle les méthodes de Lazarsfeld une véritable cantophrénie, et il lui reprochera son manque d'imagination sociologique, comme il le défend justement dans L'imagination sociologique, dont je vous reparlerai sûrement un jour. Imagination. Bon, maintenant que les présentations sont faites, revenons à 1940.
À ce moment-là, il y a un petit séisme qui est en train de se produire dans le monde des sciences sociales, parce que ça fait tout pile 4 ans que le statisticien George Gallup a inventé le tout premier sondage d'opinion tel qu'on les connaît aujourd'hui. En 1936, il a réussi à prévoir la réélection de Roosevelt en se fondant sur un échantillon représentatif de 50 000 personnes. C'est impressionnant parce que, au même moment, le Literary Digest prédisait la victoire du républicain Alfred Landon à partir d'une enquête faite sur 10 millions de personnes. Toi, tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Mais même si l'échantillon du journal était 200 fois plus grand que celui de Gallup, ils se sont tout de même trompés parce qu'il y avait un énorme biais de sélection, sur lequel je reviendrai plus tard. Cela permet donc de consacrer la méthode Gallup et met en avant la nécessité de sélectionner un échantillon représentatif de la population pour avoir une mesure fiable de l'opinion publique. Et je vous renvoie à la très bonne vidéo de Spleen si vous voulez en savoir plus sur les sondages. Alors, l'équipe de Lazarsfeld va suivre une méthodologie qui, à l'époque, est une véritable petite révolution. Ils vont faire une étude dans l'Erie, c'est un comté semi-rural, semi-urbain de l'état de l'Ohio, et ils vont tirer au sort un échantillon de 3000 personnes qu'ils vont interroger sur tout un tas de choses comme leur statut social, leurs habitudes culturelles, leurs préférences politiques, et bien sûr leurs opinions sur la campagne présidentielle. Il faut avoir en tête que ces interrogatoires, ils sont pas du tout faits comme maintenant, au téléphone ou sur internet, avec des personnes saoulées qui mentent une fois sur deux. Non. Les enquêteurs, ils vont sur place pour récolter les informations, ce qui permet déjà de lever d'éventuelles ambiguïtés qu'il pourrait y avoir dans les questions, et au passage, ils peuvent aussi noter un grand nombre de détails comme le style de décoration, le confort de la maison, la présence de livres, en gros toutes sortes de petites informations ethnographiques qui vont être très importantes. Mais outre la précision des données, la particularité de ce dispositif, c'est que le sondage va être panélisé. Ça veut dire que le même questionnaire va être administré à 7 reprises différentes entre mai et novembre 1940, auprès d'un noyau dur d'environ 600 participants. Le gros avantage des études par panel, c'est que justement ça permet de voir des changements d'avis sur les mêmes personnes. Et par exemple, là, ça va permettre d'évaluer si l'avancée de la campagne médiatique, ça a fait changer l'opinion publique et peut-être de bord politique certaines des personnes interrogées. Bon, plusieurs résultats importants vont émerger de cette étude. Le premier, et c'est peut-être le plus important, c'est avant tout que les gens sont globalement très peu intéressés par la campagne électorale. Bon, ce que je peux vous dire... Oui. Oui, non, vous vouliez dire quelque chose? Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous voulez dire, vous voulez pas moi, c'est pas qu'il a dit. Que nous, qu'on en avait plus ou moins rien à péter. Ah bah oui, voilà, j'allais dire pareil. Et l'autre grand résultat de l'enquête, c'est que les choix électoraux sont fortement corrélés au contexte social des citoyens, et en particulier leur religion, leurs revenus et leur type d'habitat. Alors, pour mesurer ça, ils divisent leur échantillon en 5 strates allant de A à D pour créer la variable statut économique et social, SES, avec A étant le plus élevé et D étant le moins élevé. Puis ils vont croiser cette variable avec la religion, catholique ou protestant, et avec le lieu d'habitation, rural ou urbain. Et ensuite, ils ont construit un indice de prédisposition politique, IPP, allant de 1 à 7 en fonction de ses caractéristiques, qui se distribuent du coup comme ça, de droite à gauche ou de haut en bas. Le 1, ça représente donc les individus riches, protestants et ruraux, et donc le 7 représente l'opposé, c'est-à-dire les individus plutôt pauvres, catholiques et urbains. Et si cet indice peut paraître à première vue un peu sommaire, en fait il s'avère hautement prédictif du vote. En effet, quand on observe les attitudes de vote en fonction de l'indice de prédisposition politique, on voit que les riches protestants et ruraux sont 74% à voter républicain, là où à l'inverse, les pauvres catholiques et urbains sont 83% à voter démocrate. Et on voit que c'est entre le numéro 3 et le numéro 4 de l'indice que la bascule se fait. C'est ce qui fera écrire à Lazarsfeld « Un individu pense politiquement comme il l'est socialement. Les caractéristiques sociales déterminent les préférences politiques. » Du coup, ça nous permet de comprendre pourquoi, 4 ans plus tôt, le sondage du Literary Digest sur 10 millions de personnes s'était trompé. En fait, ils avaient interrogé des listes de personnes qui étaient facilement disponibles pour eux. Donc il y avait leurs propres lecteurs, les propriétaires de voitures et ceux qui avaient le téléphone. Ils ont donc à chaque fois sélectionné des individus bien plus riches que la moyenne de la population,
ce qui explique la surdéclaration des votes républicains par rapport aux votes démocrates, et que du coup ils aient raté la dynamique de Roosevelt. Et entre guillemets, c'est bien parce que toutes ces caractéristiques sociales influencent les comportements de vote que quand on fait un sondage, il faut respecter les proportions de ces caractéristiques pour avoir un échantillon représentatif de la population qu'on peut espérer dire quelque chose de l'opinion publique. L'un des autres gros points positifs de cette étude, c'est que Lazarsfeld va introduire des analyses multivariées. Ça deviendra d'ailleurs un petit peu sa marque de fabrique dans le reste de ses travaux. L'idée, c'est d'essayer de hiérarchiser les variables pour voir quelle est la variable la plus importante, en gros celle qui va le plus prédire le comportement électoral. Par exemple, là, si on regarde la probabilité de voter démocrate, selon la religion et le statut social, on voit évidemment que les pauvres et catholiques sont ceux qui votent le plus démocrate, mais on voit aussi que les riches catholiques, ils ont toujours plus de chances de voter démocrate que les pauvres protestants. Donc ici, c'est clairement la religion qui influence le plus le vote, beaucoup plus que le statut économique et social. Alors évidemment, ces résultats ne sont pas spécifiques aux États-Unis, et en France, le même genre de constat sera mis en évidence en 1977 dans le livre de Guy Michelat et Michel Simon, Classe, religion et comportement politique. Il confirme donc le rôle décisif de ce qu'on appellera en France les variables lourdes du vote, à savoir le statut socio-économique, la religion, le genre ou les valeurs. Alors évidemment, l'influence de ces variables, elle va changer au cours du temps. Il faut bien se rappeler que, par nature, le savoir sociologique, il est contextuel. Par exemple, pour le genre, le vote féminin était initialement beaucoup plus à droite que celui des hommes. Et aujourd'hui, c'est le contraire, parce que le vote d'extrême droite est principalement un vote masculin. Par exemple, si les femmes avaient été les seules à voter en 2002 et en 2007, Lionel Jospin serait arrivé au second tour et Ségolène Royal aurait été élu. Pour ce qui est du statut socio-économique, là aussi pas mal de changements qu'on a parfois un peu trop vite analysés comme la fin du vote de classe. Notamment parce que 70% des ouvriers votaient à gauche en 1978 et qu'ils ne sont plus que 38% en 2007. En fait, il semblerait plutôt qu'on assiste à une métamorphose qu'à une fin du vote de classe, parce que le statut socio-professionnel reste toujours un critère assez déterminant du vote. En particulier aujourd'hui, on s'aperçoit par exemple que la variable patrimoine est celle qui détermine bien plus que le revenu les chances de voter à droite. Pour conclure, malgré ces nombreuses transformations de la société, le modèle explicatif entamé par Lazarsfeld en 1944 continue d'être pertinent pour comprendre nos comportements électoraux actuels. C'est notamment ce qu'ont mis en évidence pour la présidentielle de 2017 les sociologues Cécile Braconnier, Baptiste Coulmant et Jean-Yves Dormagène dans leur article « Toujours pas de chrysanthème pour les variables lourdes de la participation électorale » dans lequel ils pointent que les inégalités sociodémographiques de la participation n'ont fait que s'accroître au cours de la dernière décennie et qu'elles sont en premier lieu la conséquence des inégalités de scolarisation. Mais ça, on y reviendra dans un autre épisode. C'est tout pour cette première partie sur le modèle de Columbia. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la question de l'influence des médias sur nos choix électoraux. En attendant, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille chaudement le livre Le vote de Patrick Lehung, duquel je me suis beaucoup appuyé pour écrire cette vidéo, et c'est clairement l'un des bilans les plus complets qu'on puisse trouver à ce jour sur la sociologie du vote. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous rappelle que mon livre est sorti la semaine dernière et qu'il est disponible partout. Moi je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao!